En avril 2016, la nouvelle vidéo The Most Mysterious Star in the Universe, ou en français l'étoile la plus mystérieuse de l'univers, est postée sur la chaîne de TED Talk sur YouTube. Dans cette vidéo, l'astronome Tabeta Boyajian nous explique qu'une anomalie assez intrigante a été détectée pendant la mission Kepler. La mission Kepler, qui a débuté en 2009, a pour but de trouver des planètes qui orbitent autour des étoiles de notre galaxie. La seule chose que fait Kepler, c'est relever l'intensité lumineuse des étoiles qui se trouvent dans son champ de vision. Kepler est un photomètre de l'espace si vous voulez. Si l'intensité lumineuse d'une étoile diminue soudainement, puis revient à la normale, ça indique que quelque chose est passé devant l'étoile et a bloqué une partie de sa lumière. On appelle ça un transit. Et si le transit se produit à intervalles réguliers, alors on peut conclure qu'il y a quelque chose qui orbite autour de l'étoile. Tabeta Boyajian nous montre alors à quoi ressemble la diminution lumineuse d'un transit normal et nous dit qu'une grosse planète comme Jupiter réduit l'intensité lumineuse de l'étoile d'environ 1% seulement. Non seulement ça, mais la fluctuation lumineuse doit être symétrique pour que ce soit une planète. Étant donné qu'une planète est sphérique, elle doit changer la luminosité de l'étoile de la même façon au début comme à la fin du transit. Et le transit complet ne dure en général que quelques heures. Donc tout ça c'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça a à voir avec des mégastructures extraterrestres? L'anomalie dont je vous ai parlé concerne l'étoile KIC 8462852. Quel joli nom! Cette étoile se trouve dans la constellation du Cygne. Les données collectées par Kepler pendant l'observation de cette étoile étaient pour le moins bizarres. En mai 2009, 2 mois après son lancement, Kepler enregistre un transit devant cette étoile, mais un transit assez particulier. Non seulement le transit n'était pas symétrique, ce qui indique que la chose qui bloquait la lumière de l'étoile n'était pas sphérique comme une planète, mais le transit durera pratiquement une semaine au lieu des quelques heures habituelles. La diminution lumineuse enregistrée était similaire à celle que Jupiter pourrait engendrer en passant devant le Soleil, donc l'objet devait être massif. Quelques semaines après ce premier transit bizarre, une autre fluctuation lumineuse similaire, bien que légèrement moins importante que la première, fut enregistrée, ce qui aurait pu laisser penser que quelque chose orbitait autour de l'étoile en quelques semaines. Mais après ce deuxième passage, plus rien. Enfin, plus rien pendant presque 2 ans. C'est en mars 2011 que les choses ont commencé à prendre une autre tournure. Kepler enregistra une nouvelle fluctuation qui n'avait rien à voir avec les précédentes. Cette fois, la chose qui passait devant l'étoile bloquait 15% de la lumière émise. Cette chose était toujours asymétrique et bloquait toujours la lumière pendant l'espace de quelques jours. 15%, c'est énorme. Et encore une fois, tout revint à la normale après. Environ 2 ans plus tard, les choses commencèrent vraiment à partir en sucette. Les changements d'intensité lumineuse relevés par Kepler pour cette étoile fluctuèrent de façon extrême avec un pic de diminution de la lumière reçue allant jusqu'à 22%. À 22%, la chose qui bloque la lumière provenant de cette étoile a une taille de plus de 1000 fois celle de notre planète. Cette série d'événements débuta en février 2013, dura pendant une période de plus de 100 jours et continua jusqu'à la fin de la prise de données de Kepler en 2013. Quelle était donc la cause de ces fluctuations extrêmes? Il était maintenant temps d'analyser les données et de faire des hypothèses pour expliquer le phénomène observé. L'équipe de Tabeta ainsi qu'un grand nombre d'astronomes amateurs se posèrent donc des questions pour essayer de déterminer ce qui pouvait expliquer ces transits étranges. Plusieurs hypothèses furent proposées. Peut-être que 2 planètes étaient entrées en collision et que ça aurait mis de la poussière et des débris en orbite. Ou peut-être que l'étoile était jeune et qu'une partie du nuage de gaz et de matériaux qui l'a créée est toujours en orbite autour d'elle. Ces hypothèses sont rejetées étant donné que l'étoile n'a pas les propriétés d'une jeune étoile et que les débris potentiels d'une collision devraient radier des infrarouges dus à la chaleur qu'ils dégagent, ce qui n'est pas le cas. Ces hypothèses ne correspondent donc pas aux observations et aucune hypothèse naturelle ne pouvait facilement expliquer les observations. Dans sa présentation, Tabeta Boyajian décide de mettre en avant l'hypothèse d'une mégastructure extraterrestre. Elle nous demande d'imaginer une civilisation extraterrestre avancée qui aurait épuisé les ressources de leur planète et qui aurait créé une sphère de Dyson pour régler leurs problèmes d'énergie. Pour ceux qui sont comme moi et qui n'avaient jamais entendu parler des sphères de Dyson, ce sont des structures artificielles hypothétiques inventées par Freeman Dyson qui est lui-même physicien et mathématicien. Une sphère de Dyson est construite autour d'une étoile dans le but de récupérer autant d'énergie que possible de cette étoile. Une structure en construction orbitant autour de l'étoile pourrait potentiellement expliquer les fluctuations irrégulières observées. Donc j'imagine que vous êtes comme moi et que vous vous demandez comment on est passé d'une histoire intéressante et mystérieuse à la guerre des étoiles en l'espace de quelques secondes. Donc restez avec moi, vous allez voir que tout se tient.
Le 18 mai 2016, soit 3 semaines après que la présentation soit publiée sur YouTube, une page Kickstarter fut ouverte pour permettre aux gens de participer financièrement au projet, ce qui a permis à l'équipe de Tabeta de collecter plus de 100 000 $ de la part de plus de 1700 donateurs pour continuer leurs recherches. Grâce à ces fonds, ils ont pu louer les services de tout un réseau de télescopes à travers le monde. Et entre mai 2017 et décembre 2017, 4 nouveaux transits tout aussi étranges ont pu être observés et beaucoup de données qui n'avaient pas été disponibles avec la mission de Kepler ont pu être collectées. Grâce aux données plus précises des télescopes au sol, l'équipe de Tabeta Boyajian a alors pu voir que toutes les ondes lumineuses n'étaient pas bloquées de la même façon. La lumière dans les ultraviolets était bloquée beaucoup plus que la lumière dans les infrarouges. Ces observations ont donc pu mettre de côté l'hypothèse de la mégastructure extraterrestre. Étant donné que toutes les ondes ne sont pas bloquées de la même façon, ces fluctuations ne peuvent pas être causées par un objet opaque. Et même si l'hypothèse d'une civilisation extraterrestre construisant une mégastructure pour collecter l'énergie de leur étoile est devenue très peu probable, il n'y a toujours pas de consensus quant à la cause de ces observations. Donc maintenant, il y a quand même une petite question éthique qui se pose. Est-ce que selon vous, il était malhonnête de la part de Tabeta Boyajian de mettre l'accent sur l'hypothèse des mégastructures extraterrestres avant de collecter les fonds pour leurs recherches? Il faut garder en tête que Tabeta précise sa position personnelle à la fin de la présentation. We're in a situation that could unfold to be a natural phenomenon we don't understand or an alien technology we don't understand. Personally, as a scientist, my money's on the natural explanation. Il est aussi précisé sur leur page Kickstarter que le projet n'est pas fait pour rechercher des formes de vie intelligentes autour de l'étoile, mais que l'équipe est prête à explorer tous les scénarios possibles qui pourraient expliquer leurs observations. Ensuite, l'hypothèse d'une mégastructure extraterrestre était toujours sur la table au moment de la présentation et de leur collecte de fonds, ainsi que beaucoup d'autres hypothèses. Donc j'en entends déjà beaucoup d'entre vous qui vont crier au rasoir d'Occam. Pourquoi mettre en avant une hypothèse qui n'a que peu de chances de se révéler vraie ? Bon, là-dessus, j'ai deux trucs à dire. Premièrement, je veux dire qu'il faut faire gaffe avec le rasoir d'Occam, parce qu'on a vite fait de s'écorcher un œil. Même si dans ce cas, je peux facilement accorder qu'il y a eu un saut spectaculaire entre la fluctuation de la lumière émise par une étoile et des civilisations extraterrestres qui construisent une structure immense pour récolter de l'énergie. Deuxièmement, je trouve ça normal de vouloir collecter des fonds pour continuer un projet qui nous tient à cœur. Et pour faire ça, il est normal de présenter son projet de façon à intéresser un maximum de personnes, du moment qu'on ne ment pas sur nos intentions. Les gens qui ont participé à la collecte de fonds ne se sont selon moi pas fait arnaquer, même ceux qui auraient bien aimé voir l'hypothèse des mégastructures extraterrestres confirmée. En suivant cette histoire, j'ai quand même appris quelques trucs sur la façon dont on repère les planètes orbitant autour d'étoiles dans notre galaxie. Et je suis sûr que tous ceux qui ont donné de l'argent pour le projet de Tabeta en ont appris beaucoup aussi. Si Tabeta Boyajian n'avait pas parlé de l'hypothèse extraterrestre pendant sa présentation, je pense sincèrement que son équipe n'aurait pas pu récolter autant de fonds pour continuer leurs recherches. Et ce qui a eu par contre malhonnêteté, je pense que c'est à chacun d'entre nous de former sa propre opinion. Mais il faut faire attention parce qu'en se trouvant devant des observations inhabituelles, il est important de garder toutes les hypothèses sur la table. Et il est normal selon moi de présenter son projet de façon à piquer l'intérêt public. L'autre anecdote, elle est racontée par Paoli. Bon, Paoli et Dirac avaient le même âge, ils se connaissaient bien. Et ils prenaient le train en Angleterre. Et même truc, Paoli ne savait pas trop comment parler à Dirac. Le train traverse une prairie dans laquelle il y a des moutons qui sont en train de paître. Et Paoli saisit cette occasion et dit à Dirac, vous avez vu Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Dirac regarde par la fenêtre attentivement, revient vers Paoli et lui dit, oui, au moins de ce côté-ci. Ah oui, mais ça c'est une remarque très profonde, parce que ce qu'il veut dire là, c'est que notre cerveau, lorsqu'il reçoit des informations qui lui sont communiquées par la vision, utilise des logiciels d'invariance. C'est-à-dire que là, je vois une tasse de café, partiellement, et je dis « c'est une tasse de café ». Okay. Alors que si j'étais un peu honnête intellectuellement, il faudrait que j'en fasse le tour, que je la regarde sous tous les angles pour vérifier que quel que soit l'angle sous lequel je la regarde, c'est une tasse de café. Pour ceux que les rêves lucides intéressent, j'ai posté un nouveau cours sur le site et j'ai réglé quelques problèmes sur le forum qui devraient maintenant permettre à tout le monde de poster.
N'hésitez donc pas à venir discuter avec nous, je mets un lien dans la description. J'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement, ça m'aide énormément, que ce soit en Bitcoin, Litecoin ou Ethereum ou même sur Tipeee. Si vous souhaitez faire de même, vous pourrez trouver les liens dans la description, en même temps que toutes les sources qui m'ont permis d'écrire cet épisode et les musiques utilisées. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!